gènes. Et vous avez tous entendu parler de gènes. Gènes, d'où génétique. D'où aussi génie génétique. Tout ce qui a à faire avec cuisine. Donc, les chromosomes. Mais que sont finalement les chromosomes? Les chromosomes sont les porteurs de toute cette information qui vont permettre finalement à un être vivant, à partir de quelques cellules, même un ovule et un spermatozoïde au départ, de se développer et devenir un nouvel individu. Un individu qui, grâce aux recettes de cuisine écrites à l'intérieur des noyaux de ces cellules, va pouvoir grandir, va pouvoir être ce qu'il est, va pouvoir être ce que vous êtes aujourd'hui, grâce à ce qui est écrit dans le noyau de vos cellules. Alors, sous quelle forme c'est écrit dans la cellule? Comment est écrit la génétique, votre génétique, ma génétique, dans une cellule? C'est très simple. Beaucoup d'entre vous, vous avez des lacets à vos chaussures, hein. Ou alors vous avez ici un petit cordon qu'on vous a donné lors de votre inscription. Eh bien, les chromosomes, en fait, c'est ça. Vous voyez, là, vous avez une photo au microscope électronique de chromosomes. Eh bien, ça n'est rien d'autre qu'une somme de lacets. Pour l'être humain, il y a 23 paires de lacets. Et sur ces lacets, il y a de l'information qui est codée. Des milliers et des milliers et des milliers, des milliards même, de lettres qui sont codées. Alors, de lettres, ce n'est pas notre alphabet français qui est utilisé, ni un alphabet russe ou que sais-je encore, ou grec, non, c'est un alphabet tout à fait particulier, l'alphabet génétique. Alors, sur ces chromosomes, vous avez toute l'information, par exemple, pour produire, là, les chromosomes que je vous ai montrés, c'était des chromosomes de taureau. Vous les avez reconnus? Non? Il n'y avait pas 23 paires? Non. Il y avait 30 paires de chromosomes. 60 chromosomes, et de l'information bien spéciale dessus, et vous obtenez des beaux taureaux, certains cornus, certains sans cornes, bien en chair ou peu en chair, suivant quel beefsteak vous voulez. Tout ça contenu sur ces chromosomes. Alors, on va continuer de regarder un petit peu comment c'est fait, l'ADN, et on va s'intéresser justement comment sont écrites ces recettes de cuisine sur ces chromosomes. Je vous ai parlé de fins filaments. En fait, on devrait, ou on pourrait aussi parler d'échelle. Vous savez ce qu'est une échelle. Vous utilisez des échelles pour monter aux arbres, pour monter sur les toits, que sais-je encore. Les échelles, c'est très utile aujourd'hui. Eh bien, notre ADN, notre molécule d'ADN, notre fin filament, on peut le regarder sous forme d'échelle. Vous avez les montants. Hein, sur une échelle, il y a 2 montants. Et puis, il y a des échelons. Eh bien, sur ces échelons, sur la molécule d'ADN, il y a des lettres décrites. C'est là qu'est codée l'information. Un petit peu comme si on faisait, par exemple, avec un fil, là, des nœuds et des doubles nœuds pour coder, par exemple, en morse, des informations. Et bien, sur la molécule d'ADN, vous prenez, sous la forme d'échelle, des échelons, et donc ça nous donne l'information génétique sous la forme de 4 lettres différentes. Donc pas 26 lettres comme en français, 4 lettres, T, C, G et A. Et avec ça, vous faites des mots de 3 lettres, vous les réunissez ensuite dans des phrases qui vont donner ensuite des recettes de cuisine qu'on appelle des gènes. Si vous avez compris ça, vous avez compris toute la base de la génétique. Et vous ressortez moins bête de ce week-end et de cet atelier. C'est facile, hein, vous voyez la génétique. Maintenant, on a un problème de place. C'est qu'une cellule, c'est quand même petit. Et donc, faire tenir une échelle à l'intérieur d'une cellule, ce n'est pas simple. Il faut que l'échelle soit petite. Et il faut que l'échelle, on puisse la compacter. Et donc, l'ADN, ce fin filament, il va être enroulé, entortillé, un petit peu comme un escalier en colimaçon. Un escalier en colimaçon, qui va nous permettre d'avoir une information sur un très petit espace, dans un très petit volume, mais une information très pertinente. Alors, c'est ça qui est déjà le plus merveilleux pour l'ADN. C'est que finalement, il y a des milliards et des milliards de caractères. En tout, pour l'homme, il y a de l'ordre de 3 milliards de caractères sur un fin filament qui, si on mettait tous les chromosomes d'une de vos cellules bout à bout, eh bien, ferait moins de 2 mètres de long. C'est pas très long. Mais ça tient dans le noyau d'une petite cellule. Alors, vous êtes un petit peu perdu dans ce que je vous ai raconté. On va essayer de passer, juste de faire un petit récapitulatif
si ça fonctionne, voilà, qui va nous faire plonger, alors avec les limites de la luminosité, mais bon, il y a encore 2 lampes, si on pouvait les éteindre entre deux, ce serait pas mal, mais ce n'est pas évident. Mais on va plonger à l'intérieur d'un organisme, donc d'un garçon même, pour voir finalement ce qui se passe. Parce que ces recettes de cuisine qui sont codées sur l'ADN, il faut les décoder d'une certaine façon. Et donc si on regarde à l'intérieur d'un organisme vivant, déjà, on arrive dans une masse très sombre, un endroit très sombre, et on arrive au bout du compte à apercevoir une cellule. On arrive au niveau de la cellule, et à l'intérieur de la cellule, donc, on a parlé du noyau, avec ces amas de masse grisâtres que sont les chromosomes. Donc on arrive au niveau des chromosomes, ce fin filament, donc entortillé sur lui-même, compacté pour gagner de la place à l'intérieur de la cellule, et qui n'est rien d'autre finalement qu'un escalier en colimaçon, hein, que vous allez voir apparaître maintenant. Voilà cette double échelle finalement, cette double hélice, avec des échelons sur lesquels il y a des lettres qui sont écrites, et donc 4 lettres génétiques utilisées. Alors maintenant, à un moment donné, il va falloir que la cellule, que le noyau de la cellule, donne une instruction et photocopie une recette de cuisine, donc un gène, pour transmettre cette information. Et ça se passe de la façon suivante. Il y a quelqu'un qui va venir, enfin quelqu'un, c'est une machinerie très perfectionnée qui va venir, qui va séparer les 2 montants de l'échelle, qui va photocopier la recette qui l'intéresse, et ensuite cette recette de cuisine, ce gène, cette information du gène, elle va sortir du noyau pour aller produire ce qu'elle doit produire à l'extérieur du noyau, donc dans la cellule. Et là, on ne le voit plus, mais ce n'est pas grave, voilà, ça sort de la cellule. Et puis ensuite, ça va être transformé, traduit sous la forme de protéines. Et donc une protéine qui est essentielle à la constitution de votre corps. Alors, je vous dis, tout ça, ça se passe, c'est miniaturisé à outrance. Et j'aimerais juste vous donner 2 exemples comme quoi c'est miniaturisé et qui font finalement nous dire que c'est vraiment merveilleux l'ADN. C'est un concentré d'informations à l'intérieur d'une cellule. Alors, on a parlé de l'échelle. Vous pouvez par exemple réétudier ça tout à l'heure chez vous à la maison avec une échelle. Notre molécule d'ADN, elle a un diamètre de 2 millionièmes de millimètre. C'est pas bien grand ça, mais c'est connu, 2 millionièmes de millimètre. Ça veut dire que sur votre règle graduée où vous voyez 1 millimètre, vous séparez ça en 1 million de parts égales, vous en preniez 2 et ça vous donne le diamètre de la molécule d'ADN. Et sur une distance de 3,4 millionièmes de millimètre, on arrive à mettre 10 lettres génétiques. Donc 10 lettres génétiques, finalement, ça correspond justement à 3,4 nanomètres et 2 millionièmes de millimètres. Donc c'est une densité d'informations absolument incroyable. Et là, vous ne me croyez pas encore, parce qu'on a besoin de faire un petit calcul ensemble. Vous avez tous appris en classe de 5e, qui n'a pas appris en classe de 5e comment on calculait le volume d'un cylindre. Vous voyez, vous l'avez tous appris, personne n'a levé la main. Donc, vous connaissez le volume d'un cylindre par cœur. Si je vous donne le diamètre et la hauteur voulue, vous allez pouvoir me calculer le volume d'un cylindre. Et comment ça se calcule? Eh bien, c'est la hauteur fois le diamètre au carré multiplié par pi divisé par 4. Pourquoi on veut calculer ça? Parce qu'on veut calculer la densité d'informations que nous avons dans un petit cylindre d'ADN sur un tout petit, sur 10 lettres génétiques. Donc, 10 lettres génétiques, on peut les mettre sur une hauteur de 3,4 nanomètres, sur un diamètre de 2 nanomètres, ce qui nous donne un volume de 10,68, 10 puissance moins 18 millimètres cubes. Ça ne vous parle pas, ce chiffre? Je suis d'accord avec vous. On va essayer de le faire parler, ce chiffre. Alors, on va aller plus loin. On va calculer à partir de ce volume la densité d'informations. C'est très facile, parce que dans ce volume, au niveau de la génétique, nous avons 10 lettres. D'accord? Donc, on peut calculer la densité d'information, qui est 0,94 10 puissance 18 caractères par les millimètres cubes. Vous pouvez réfléchir à ce calcul à la maison, parce qu'il y en a qui commencent à être perdus. Et pourtant, c'est très simple. On va rendre ce chiffre parlant.
parce que c'est ça qui nous intéresse. On va se dire, mais tiens, j'ai apporté de quoi vous rendre ce chiffre parlant. Pourquoi? Eh bien, j'ai une tête d'épingle là. La tête d'épingle, c'est déjà une grosse épingle à coudre. On va calculer le volume de cette tête d'épingle. Et puis, pour rendre le chiffre qu'on avait tout à l'heure parlant, on va se dire, mais combien de livres comme celui-ci, je vais pouvoir faire rentrer dans ma tête d'épingle si j'avais les moyens techniques d'utiliser la densité d'informations qui existe au niveau de la génétique, au niveau de l'ADN. Alors, le premier calcul à faire, c'est de calculer le volume de ma tête d'épingle. Le volume de ma tête d'épingle, il est donné là, c'est 4,19 mm3. On connaît la densité qui existe, la densité d'informations qui existe au niveau de l'ADN, c'est ça. Donc c'est facile, il suffit de multiplier les deux et on obtient le nombre de caractères que je peux faire rentrer dans ma tête d'épingle si j'utilise l'ADN pour stocker ça. Et donc ça me donne 3,94 10 puissance 18 caractères. Ça ne vous parle pas du tout ce chiffre. Mais, par chance, j'ai amené un livre qui va vous faire parler ce chiffre. Parce que ce livre a la particularité d'avoir 250 000 caractères, exactement, 250 000 caractères, et une épaisseur de 1,2 cm. Donc on va se dire finalement, de façon très simple, quelle est la hauteur de la pile de livres que je pourrais faire avec ce nombre de caractères. Quelqu'un a une idée? Ceux qui étaient présents là hier à l'atelier, vous n'avez pas le droit de parler. Mais ça va être beaucoup. Non, 250 000 caractères, il y a 10 puissance 18 caractères. Ça fait beaucoup. Et oui, ça fait beaucoup, ça fait même très exactement 492 piles et demie de ces livres-là, mais ayant une hauteur qui irait de la Terre à la Lune. Donc vous pouvez faire 492 fois et demi le trajet de la Terre à la Lune avec des bouquins entassés comme ça, qui rentreraient, si vous utilisez la densité d'informations qui existe au niveau de l'ADN, qui rentreraient tous dans la tête de cette épingle. Alors, c'est merveilleux. C'est merveilleux et ça fait rêver les informaticiens, parce que les disques durs d'aujourd'hui, c'est nul à côté. À côté de ça, vous savez, on se targue maintenant d'avoir des ordinateurs avec, maintenant, pour le grand public, c'est quoi, 160 gigas dans les disques durs? C'est rien du tout. Et ça prend encore beaucoup de place. Ça fait électronicien parce que cette information, elle circule dans la cellule de façon dynamique et formidable. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Donc l'ADN, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux, mais en plus, une deuxième chose, je vous ai promis deux choses pour vous montrer combien c'est merveilleux, c'est qu'en ce moment, pendant que vous êtes bien tranquillement assis, il y a des choses qui se passent dans votre organisme. Il y a des cellules qui se régénéraient, et donc il y a de l'ADN nouveau qui est formé. Et en 60 secondes, ton corps va fabriquer de nouvelles chaînes d'ADN, et cette nouvelle chaîne d'ADN, en 60 secondes, ça atteint 100 000 km. Et tu remarques rien? Tout se passe de façon automatique. Et quand on voit ça, on se dit, mais vraiment, on ne peut que dire, comme le psalmisme, on peut louer Dieu de ce qu'on est une créature si merveilleuse. Et donc l'ADN, qui est la base absolument vitale de tous les êtres vivants, c'est pour ça que ça fait rêver. Parce que ça conditionne beaucoup de choses. Et ça semble si prometteur au niveau de l'avenir que beaucoup de gens aimeraient pouvoir maîtriser tout ce qui se passe au niveau de l'ADN. Maîtriser pour l'informatique, maîtriser pour l'électronique, maîtriser pour la biologie, pour la génétique, pour tout plein de domaines. Parce qu'il y a derrière une merveille qui semble presque quasi infinie. Et c'est pour ça que de nos jours, maintenant, on cherche, et on a déjà cherché à connaître exactement la séquence de l'ADN, donc toutes les lettres qui sont à l'intérieur d'un être humain, qu'on cherche à comprendre exactement ce qui se passe pour pouvoir le modifier et pour pouvoir l'utiliser. En bien, en mal, on va le voir. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est de voir, pour répondre, maintenant que je vous ai dit un petit peu et que vous comprenez un petit peu mieux ce qu'est l'ADN, je vais vous apporter 3 principes de base absolument vitaux pour réfléchir dans toute cette thématique et qui sont la base pour pas mal de choses si vous réfléchissez au niveau même de la science en général. Le premier principe biblique de base qu'il est important de voir et de savoir et de retenir,
et qui sera un critère pour vous guider toute votre vie, c'est de partir avec « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le Créateur, et on en a une trace grâce à l'ADN, il nous montre qu'il est vraiment un créateur, un architecte merveilleux et très ingénieux. Donc, premier principe de base, c'est la création. C'est de savoir que finalement, à cette question « enfant de singe » ou « fils de Dieu », eh bien, je peux répondre de façon toute particulière, je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis enfant d'un architecte absolument merveilleux et génial. Donc, premier principe, Dieu a créé le monde et je lui appartiens. Et donc, si je lui appartiens, je n'ai peut-être pas le droit de faire n'importe quoi aujourd'hui, de ma vie, mais aussi de ce sur quoi j'ai autorité. La deuxième chose, c'est de se rappeler que dans la création, on voit différents visages. Par rapport à ce qu'on lit dans le récit de Genèse 1, 31, où Dieu dit que tout était très bon, et Genèse 6, 12, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de notre monde, de notre terre, de la biologie, même de la génétique. C'est que le monde qu'on voit aujourd'hui et qu'on observe, même s'il y a encore des choses qui nous apparaissent merveilleuses et quasi parfaites, eh bien le monde que nous observons n'est qu'un pâle reflet de la création originale. Pourquoi? Parce qu'entre Genèse 1 et Genèse 6, il y a eu la chute. Il y a eu le péché qui est entré dans ce monde et qui a détruit et abîmé pas mal de choses, y compris au niveau de la génétique. Et donc, deuxième principe à intégrer et à savoir, il faut savoir que ce que Dieu a fait, c'était différent de ce que nous voyons aujourd'hui. C'était différent. Il y a la chute et donc tout ce monde est voué et sous la coupe de la malédiction. Et au niveau de la génétique, on le voit aussi. Et nous, en tant qu'êtres humains, les premiers, on a tendance à quoi? Pas vraiment à aller vers le bien, mais plutôt à aller vers le mal. Ce qui va nous faire plaisir à nous, et pas ce qui va faire plaisir à notre Créateur. Et ça, c'est un deuxième principe essentiel à connaître, aussi pour essayer de voir dans quelle direction partir au niveau de toutes ces nouvelles technologies que sont la génétique. La troisième chose importante et essentielle à retenir, c'est quoi? Eh bien, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour contrebalancer et pour anéantir toute cette action du péché, de la mort, de la malédiction, à tout niveau, à commencer par notre vie. Et donc que c'est absolument essentiel de comprendre finalement qu'il y a eu une rédemption. Alors là, on a l'impression que la machine s'est plantée, non? Si tu fais peut-être un échappe, 2 secondes. J'ai vu qu'il y avait un truc. Oui. On va être obligé de redémarrer la machine. Vous en faites pas, ça fait pas mal. On va solutionner ça. Oui, c'est planté. Ouais, ouais. Voilà, alors ça vient. Peut-être vous avez déjà des questions de compréhension là tout de suite sur l'ADN. 1 ou 2 questions, sinon on va continuer. Alors, maintenant, après avoir posé ces 3 principes de base, je pense qu'il y a des questions essentielles à voir et des choses essentielles. C'est que, touche pas à mon ADN, on doit traiter de différentes choses. Mais là, je vous ai donné déjà des éléments pour comprendre. Touche pas à mon ADN, il y a 2 choses. Il y a déjà les nouvelles techniques de reproduction qui, aujourd'hui, nous font peur parce qu'elles essayent d'utiliser ce qui se passe au niveau du génie génétique, et ça c'est la deuxième chose, génie génétique, technique de reproduction, pour modifier, pour transformer tout plein de choses du monde d'aujourd'hui, de la nature aujourd'hui. Alors, le génie génétique, c'est quoi? Eh bien, c'est comprendre, analyser, utiliser, modifier, manipuler ce qui est au niveau de l'ADN pour les différents êtres vivants. Que ce soit les plantes, les animaux et même l'être humain. Et donc c'est pour ça qu'au niveau, par exemple, des plantes, on parle d'OGM parce qu'on les modifie. C'est pour ça qu'au niveau des souris, par exemple, eh bien, on cherche à introduire des gènes humains
chez les souris pour comprendre certaines choses, ou aux vaches, on va chercher à leur faire produire, par exemple, dans le lait, de l'insuline humaine pour pouvoir, à l'avenir, essayer de traiter des gens qui seraient diabétiques. Donc, génie génétique, c'est un peu ça, on va manipuler l'ADN. Et puis, là-dessus vient se greffer tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on a découvert ces dernières années, ce sont les nouvelles techniques de reproduction, donc fécondation in vitro, mais surtout, ces derniers temps, on parle beaucoup de clonage. Et donc tout ça, qu'on a souvent tendance à amalgamer ensemble, ce sont des choses qui font un petit peu peur et pour certains qui font rêver. Alors, on va se poser 2-3 questions. Maintenant, ensemble, c'est la première, le génie génétique est-il dangereux? Le génie génétique est-il dangereux? Eh bien, on pourrait dire vrai ou faux, suivant de quel côté de la balance on se place. J'aurais tendance à dire le génie génétique nous a montré ces dernières années que ça peut être dangereux. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tendance un petit peu à faire quasi n'importe quoi. On a tendance à l'utiliser de façon comme bon nous semble, et certaines personnes ont été jusqu'à dire que jouer avec le génétique, c'est aussi dangereux que de jouer avec le nucléaire. Des scientifiques très pointus. Et puis que finalement, eh bien, ça nous emmène dans une spirale ou dans une chaîne dont on ne s'arrête jamais. Donc le génie génétique, il faut voir que oui, ça peut être dangereux si c'est mal utilisé. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de se dire, mais le génie génétique, est-ce que c'est contre nature? Alors là, le génie génétique, ce n'est pas vraiment contre nature. Pourquoi? Eh bien parce que tous les instruments, par exemple, que j'utilise en laboratoire ou que d'autres personnes utilisent en laboratoire, eh bien, ce sont des outils que l'on trouve déjà dans la nature, à l'état libre. Et donc, ces outils, ce sont par exemple des ciseaux moléculaires, ce sont par exemple de la colle moléculaire qui vont nous permettre donc de couper un petit bout d'ADN, de le recoller par exemple chez une bactérie ou chez un autre organisme vivant, et ensuite d'avoir une bactérie par exemple qui porte un gène humain ou un gène de la vache ou d'autres choses encore. Voilà, oui, tu peux nous mettre celle-là et la suivante après. Donc, le génétique, c'est dangereux. Tu peux passer à la suivante, encore 2-3 suivantes. Ah oui, voilà. Le génétique, c'est dangereux. Et juste pour illustrer ça, un petit exemple. Pour commencer le nouveau siècle, le 21e siècle, il y a un bébé qui est né qui s'appelait Adam Nash. Et Adam, ce n'est pas anodin, le nom. Adam, premier humain, et puis Adam, cet Adam-là, qui est né en août 2000. Il y avait une petite fille, Molly, qui souffrait d'une forme de préleucémie, et donc qui ne pouvait vivre que si elle obtenait rapidement une transplantation de moelle osseuse. Eh bien, cette transplantation de moelle osseuse, le corps médical a proposé aux parents de la réaliser de la façon suivante, c'est-à-dire de produire par fécondation in vitro une dizaine d'embryons, parce que vous savez, quand il y a transplantation, il faut trouver un donneur qui soit compatible, donc de produire une dizaine d'embryons de ce couple, de tester sur les embryons lequel ou laquelle serait compatible avec la sœur, et ensuite de réimplanter cet embryon qui serait compatible. Et donc Adam est le rescapé d'une série de 10 embryons qui ont été produits pour sauver cette petite fille, pour sauver donc Molly. Donc une première chose qui peut commencer, alors qui nous est présentée, oui, c'est peut-être pas mal de pouvoir sauver quelqu'un, mais ça fait quand même quelque part froid dans le dos parce qu'on se dit, eh bien, pour sauver, on est obligé d'éliminer 9 autres embryons. Donc, ça peut faire peur. On a commencé de voir que le génie génétique contre nature, vrai ou faux, ben, c'est plutôt faux parce qu'on utilise les mêmes outils que ce qui est utilisé couramment dans la nature. Et puis, couramment dans la nature, il y a des modifications qui se font. Par exemple, sur cette image, vous voyez peut-être très mal, mais c'est une tête de drosophile, une petite mouche du vinaigre, eh bien, qui, par une anomalie qui apparaît à l'état spontané dans la nature, eh bien, a des pattes qui poussent, non pas à l'endroit des pattes, mais à la place des antennes.
Donc il y a des modifications qui peuvent se faire. Il y a une autre question que l'on doit répondre, c'est les généticiens se prennent-ils pour Dieu? Alors là, si on se pose la question vrai ou faux, eh bien on aurait tendance à dire c'est vrai, et puis c'est faux aussi. Il y a des généticiens qui se prennent pour Dieu aujourd'hui. Il y a des généticiens qui se disent, mais vous savez, on peut tout expliquer par la génétique. Et par exemple, ce monsieur-là qui part encadré de 2 policiers, qui vient d'assassiner une autre personne, elle dit à ces policiers, mais c'est ma génétique qui m'a fait faire ça. Il y a une tendance aujourd'hui parmi certains généticiens ou parmi certaines personnes à dire que si vous êtes violent, c'est dû à votre génétique. Si vous avez certaines tendances homosexuelles, c'est dû à votre génétique. Et donc, ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir le changer puisque c'est votre génétique. Et vous êtes alors esclave de votre génétique. Et ça, c'est une tendance très malheureuse et très dangereuse, qui va à l'encontre même du message biblique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ peut changer votre vie, peut vous transformer complètement. Une dérive inquiétante, on va passer la diapo, c'est vrai qu'aujourd'hui, au lieu de comprendre ce qui se passe au niveau de l'ADN et de bien l'utiliser, eh bien on utilise ce qui se passe au niveau de l'ADN pour imposer cette chose. On ne va pas passer là-dessus, voilà. Et donc, certains généticiens vont même jusqu'à dire que finalement, si vous existez aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas de votre faute. Les individus sont des artifices inventés par les gènes pour se multiplier. Donc finalement, vous n'avez aucune raison d'être, aucune valeur. Votre vie n'a aucune valeur aujourd'hui. Et Yves Coppens, qui est un anthropologue très célèbre, voit même un homme pour demain. Il n'est pas exclu qu'un super-homme, je le cite, apparaisse sur Terre d'ici à quelques millions d'années. Les essais de clonage sur les hommes vont maintenant arriver très vite. Demain, nous améliorerons aussi sans doute les performances de notre corps et de notre cerveau en y greffant des puces. Vive l'homme bionique. Donc nous allons, avec toutes ces modifications génétiques, électroniques, informatiques et tout encore, nous allons, nous dit Yves Coppens et d'autres généticiens, scientifiques, biologistes, qui se prennent pour des dieux, nous allons vers un état d'homme meilleur, nous disent-ils. Alors, est-ce que c'est vrai? Et quels sont les dangers là derrière? Eh bien, on a commencé à en voir. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment finalement, si on ne se replace pas dans le bon contexte, eh bien, on se plante complètement. Mais là, je pense qu'on pourrait prendre... On a encore quelques minutes, non? Je me tourne vers mon modérateur. On a quoi, un quart d'heure? Oh, alors, on va se prendre un petit moment pour échanger ensemble. Et vous avez peut-être, suite à cet étalage un peu rapide, vous avez peut-être des questions ou des choses qui vous inquiètent ou des suggestions ou des remarques à faire. Alors, on va utiliser le micro baladeur et puis on va prendre quelques questions ou quelques remarques. Qui aimerait là poser des questions? Dernièrement, il y a eu une secte qui a tenté de cloner un humain. Est-ce que les généticiens vont aussi dans ce sens? Voilà, alors c'était les Raéliens qui disent, enfin c'est leur but affiché, hein. Vous pouvez aller vous balader sur leur site internet, c'est assez intéressant et ça fait froid dans le dos, mais pour eux, l'espoir ou l'avenir de l'homme passe par le clonage. C'est vrai je pense qu'ils y travaillent sérieusement, je pense qu'ils ne sont pas les seuls à travailler sur le clonage humain, peut-être même que certains biologistes l'ont déjà fait quelque part dans un laboratoire, on n'a pas les moyens de le savoir. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, ce n'est pas aussi facile que ça de cloner un être humain. Pourquoi? J'en sais un peu quelque chose parce que je côtoie, j'ai des collègues qui travaillent au niveau du clonage animal. Par exemple, sur la vache, le lapin, le rat. Et pour produire un clone au niveau des animaux, il faut déjà pouvoir cultiver des cellules en laboratoire, ça, ce n'est pas très difficile. Mais il faut ensuite pouvoir transplanter un amas de cellules qu'on a réinjecté dans un ovule. Il faut pouvoir transplanter ça dans une vache. Par exemple, si on veut produire un clone de vache ou de veau, on doit le réimplanter dans une vache qui sera une vache porteuse. Et comme les essais, ça ne marche pas très bien, ça réussit dans 1 pour 200, 300 cas, ça veut dire qu'il faut faire ça, il faut répéter ça 200 ou 300 fois, ou même des fois 400 ou 500 fois, pour avoir à la fin un seul clone vivant.
Alors ça veut dire que chez l'homme, il faut avoir à disposition aussi des mères receveuses en quantité assez importante, qui soient traitées avant, qui subissent un traitement hormonal, etc., et qui soient en clinique. Donc ça veut dire que si vous voulez réussir cette opération, ou si les Raéliens veulent réussir cette opération, il va leur falloir une clinique tout à fait conséquente, avec des, entre guillemets, mères receveuses à leur disposition pour faire tout cela. Alors bien sûr, ils vont travailler, ou ils travaillent, et d'autres travaillent aussi, à améliorer cette efficacité et cette performance. Mais je pense d'un côté que finalement, même si on n'est pas d'accord, même si on essaye de monter des lois un petit peu qui vont à l'encontre, ça va être quasi inévitable. Je ne sais pas si on a vraiment le choix dans notre société, parce qu'il y a des gens qui poussent tellement, il y a des nations qui, au niveau éthique, ne se posent pas autant de questions que d'autres, et donc, ça va arriver petit à petit, peut-être sous la forme de, eh bien, on va nous présenter le bon côté des choses, pour faire passer la pilule amère, j'ai envie de dire. Alors, faire présenter le bon côté des choses, je vais vous le présenter, tiens, le bon côté des choses. Vous avez un couple qui souhaite avoir un enfant, et puis le petit bébé que la maman porte, suite à un examen génétique, on réalise qu'il est malade, qu'il est affecté d'une maladie génétique très grave. Et puis le corps médical, ça c'est, je ne dis pas que ça peut se faire maintenant, hein, mais c'est un petit peu le futur, comment on pourrait présenter pour dire que le clonage c'est quelque chose de bien. Comment certains auraient tendance à le présenter. Donc le corps médical pourrait proposer à ce couple, eh bien vous savez, vous allez, madame, vous allez avorter, on va prélever quelques cellules de cet avorton, on va les cultiver en laboratoire, on va corriger le défaut génétique de votre avorton, on va donc le cloner en faisant cette correction, et puis on va réimplanter cette correction en vous, et donc vous allez porter le clone de votre avorton, donc vous allez porter un clone identique à celui que vous portiez précédemment, mais corrigé. Et donc vous allez mettre au monde un enfant qui sera tout à fait normal, par clonage. Cet exemple, c'est Axel Kahn, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, Axel Kahn qui disait que justement certains allaient pousser vers le clonage avec des exemples comme ça. Alors ça peut faire froid dans le dos, des choses comme ça. Mais on a souvent tendance dans notre société à présenter le beau côté des choses et à oublier le revers de la médaille. D'autres questions, là j'ai été un peu long sur la réponse. Une petite remarque ou petite interpellation? Voilà, le micro-baladeur se balade. Beaucoup de gouvernements condamnent tout ce qui est clonage, mais est-ce que certains gouvernements le feraient peut-être pas en cachette et pourraient l'utiliser à des fins de guerre négatives ou des choses comme ça? Bon, c'est peut-être inspiré de beaucoup de films, mais ça peut peut-être arriver. C'est sûr que les films vont très loin des fois, mais bon, ils partent d'une part de réel qu'ils étendent et qu'ils essayent d'imaginer avec beaucoup de choses. Mais j'avais une diapositive avec beaucoup de textes que j'ai passé un petit peu par manque de temps. Ça montrait combien en juin, c'était en juin ou en juillet? En juin, il y a des choses qui se sont faites, qui ont été publiées d'un laboratoire chinois où ils ont transplanté des embryoïdes, qu'ils appelaient des embryoïdes, donc quelques cellules humaines suite à du clonage dans un ovule de lapine, pour essayer de faire pousser un petit peu ça et de voir jusqu'où ils pouvaient aller. Donc ils n'ont pas mené l'expérience très loin, mais tout simplement dans un pays comme la Chine, où les règles, enfin le cadre juridique est moins important où l'encadrement juridique est moins important qu'en France, eh bien il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas, qu'on apprend comme ça d'un seul coup par derrière quand elles sont déjà faites, et donc qui peuvent faire peur. Oui, il y a certains gouvernements qui peuvent aller, ou qui pourraient avoir envie d'aller très loin là-dedans. Mais aller contre ça, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on a vraiment le choix. Alors on peut dire qu'on n'est pas d'accord, il y en a beaucoup qui le disent, même des non-chrétiens, mais est-ce que ça va être suffisant pour inverser la tendance?
ce l'est peut-être en ce moment pour un peu freiner les élans, mais jusqu'où et jusqu'à quand on va pouvoir freiner, je ne sais pas. D'autres questions? Il y a certainement une chose que vous me demandez, c'est les OGM, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Non, ça, c'est souvent... est-ce qu'il faut faire des OGM? Je n'ai pas répondu à la question, hein, vous savez. Mais ce que je souhaite faire dans cet atelier, c'est pas répondre à toutes les questions par ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je vous donne trois grands principes de base, et puis vous devez passer, et tout à l'heure dans la conclusion, un autre, pour passer au crible un petit peu tout ce qui se passe dans notre société, et pour essayer de réfléchir. Ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, ce n'est pas à répondre oui ou non, c'est d'abord à réfléchir, à raisonner. C'est ce que vous avez besoin d'apprendre en tant que jeune, à raisonner et à vous poser les bonnes questions sur ce qu'on vous dit comme vrai ou comme chose à faire pour l'avenir. Donc par exemple pour les OGM, où est le problème? Le problème pour les OGM, il y en a beaucoup qui ont peur de manger des OGM. Oh, ça va les trafiquer, ça va les bouleverser. Vous en avez tous déjà mangé des OGM. Je pense que vous avez tous, enfin je vous vois mal parce qu'il y a le reflet de la lumière, mais vous avez tous l'air à peu près normaux. Hein, vous mangez tout à l'heure, et il y a encore au snack, vous avez de l'ADN à vendre. Hein. Je suis provocatif là, mais c'est vrai. Vous avez mangé tous de l'ADN à midi. Dans la salade, là, il y a de l'ADN. Dans la viande, là, il y a de l'ADN, que vous le vouliez ou non. Donc, je dirais, juste pour souligner, finalement, le vrai débat au niveau des OGM, qu'on le veuille ou non, il se situe moins au niveau du consommateur. Bien sûr, il y a peut-être des choses qui seraient dangereuses à avaler ou à consommer, mais il se situe moins au niveau du consommateur qu'au niveau de notre écosystème. Quelles conséquences ça a, par exemple, de faire pousser du maïs qui a été modifié, qui pourrait transmettre cette modification à d'autres plantes proches du maïs, cousines du maïs, qui ensuite le transmettraient à d'autres? Ça va tout déséquilibrer notre écosystème. La question se situe beaucoup plus à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce que l'on fait des OGM? Ça, c'est une autre question que vous pouvez essayer de répondre aussi. N'est-ce pas simplement ou de façon très importante parce qu'on veut encore mieux rentabiliser tout ce qui se passe dans nos pays très développés? C'est-à-dire, donc, c'est simplement le résultat d'une puissance ou d'une force économique qui veut aller toujours plus loin et qui va se faire au détriment des pays sous-développés ou en voie de développement. Donc, est-ce qu'on aborde la question des OGM par le bon côté? Il y en a qui cherchent à utiliser les OGM pour enrichir certaines plantes en protéines pour justement les pays en développement. Alors là, c'est peut-être une autre thématique, une autre façon d'aborder les OGM. D'autres choses? Une autre question avant que l'on passe à une partie beaucoup plus de conclusion et de réflexion peut-être plus poussée? Vous êtes assommés par toutes ces données de l'ADN. Et puis en plus, c'est l'après-midi, c'est la fin du week-end. Encore une question? Je voudrais juste savoir, après tout ça, est-ce qu'on peut personnellement, dès aujourd'hui, avoir quelque chose à faire dans le bon sens du terme? Ce qu'on peut faire au niveau, par exemple, de la biologie ou de la génétique, ou dans le bon sens? Bien, écoute, je pense que je vais apporter quelques pensées maintenant dans une conclusion qui nous montre justement qu'on peut faire quelque chose et qu'il est important de faire quelque chose. Alors, on va commencer par une chose primordiale, c'est que dans notre société, on nous répète tout le temps que finalement l'homme, ça n'est qu'une poussière d'étoiles, que vous êtes le produit du hasard. Et le produit du hasard, de la matière, et que finalement, si vous êtes le produit du hasard, si les êtres vivants aujourd'hui sont le produit du hasard, alors on peut en faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Pourquoi? Eh bien parce que la vie n'a pas vraiment de sens, la vie n'a pas un but en soi, et donc on peut la traiter comme on veut. On peut la modifier comme on veut. On peut la manipuler comme on veut. Et je dirais, là, il y a déjà une première interrogation pour toi. Parce que de la façon dont tu réponds à cette question, est-ce que tu es poussière d'étoile ou est-ce que tu ne l'es pas?
eh bien, va découler tout ton raisonnement pour la suite, que ce soit au niveau de cette bioéthique, au niveau de la façon dont on voit la science, etc. Si tu penses que tu es poussière d'étoiles, c'était dans Le Point en février 1999. La science fait de nous, par le biais de l'évolution chimique, des enfants de la matière. Si l'on croit qu'on est le fruit du hasard, nous sommes enfants de la matière. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, on peut en faire n'importe quoi, c'est égal. On peut même faire accélérer finalement cette évolution et cette accélération vers un monde meilleur, comme nous dit Coppens, en éliminant les plus mal lotis, ou les plus handicapés, ou ceux qui dérangent le plus dans notre société. Par contre, si on se place dans un autre cadre, si on se place au niveau biblique, à ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si on se place à un autre niveau, nous sommes des enfants du Dieu créateur, de ce Dieu merveilleux qui a une pensée pour chacune de nos vies, qui a un projet pour chacune de nos vies, et qui a un plan d'amour, et qui donc a aussi un plan pour l'humanité sur cette terre. Et donc, s'il est le créateur, eh bien, je ne peux pas faire n'importe quoi de ma vie, je ne peux pas faire n'importe quoi de la vie des autres, je ne peux pas faire n'importe quoi de la vie en général. C'est complètement différent. Et alors, face à ces nouvelles technologies, face à ces nouveaux outils, cette panoplie de nouveaux outils que Dieu met à notre disposition, nous devons apprendre à les utiliser avec sagesse. Si je suis enfant de Dieu, ce n'est pas les nouvelles technologies qui sont un problème. C'est l'utilisation que les autres vont en faire, mais d'abord que moi, je vais en faire. Je dois commencer par ma personne. Pourquoi ? Je vais vous citer un exemple. Vous avez là sur la gauche des outils. Si je prends un marteau, je me dis, je choisis dans cette liste d'outils, je choisis un marteau, qui n'est pas une nouvelle technologie aujourd'hui, mais c'est pour imager le propos. Eh bien, avec ce marteau, je peux enfoncer un clou. Mais avec ce marteau, je peux aller se taper sur la tête de mon voisin et lui enfoncer le crâne. Les yeux, voilà. Pour vous dire que le problème, il est où d'abord ? La base du problème, il est où ? Il est en nous. Pour toutes ces questions de biologie, de bioéthique, de génétique, de nouvelles technologies de la reproduction, tous ces nouveaux outils que je dois apprendre à utiliser avec sagesse, je dois commencer par moi. Par moi, c'est-à-dire commencer à me replacer dans le contexte biblique avec ces principes bibliques, c'est Dieu a fait quoi ? Dieu m'a placé, Dieu t'a placé sur cette planète pour être gérant, responsable de la planète. Et pour réussir, nous devons être et rester connectés à Dieu qui nous a confié une mission sur la Terre. Il nous a confié une mission de gérer la Terre. Alors, cette mission peut passer par l'utilisation de nouvelles technologies. On s'est bien mis à utiliser le tracteur, la voiture, etc., etc. Mais à les utiliser avec sagesse. À savoir dire, eh bien non, par exemple, ce clonage humain, nous n'en voulons pas. À savoir dire que, eh bien, par exemple, au niveau de la fécondation in vitro chez l'homme, ça pose beaucoup plus de problèmes plutôt que ça répond à des questions. Il faut commencer par nous. Et commencer à être, nous, en contact avec ce Créateur. Tu dois commencer, toi, à être et rester connecté avec ce Dieu créateur. Et à être transformé par lui, à lui demander. Je dois lui demander, dans le cadre de mon travail, dans le cadre, toi, de tes études, de ta profession, qu'il t'aide à discerner, c'est-à-dire à savoir ce qui est bon, ce qui est mal. C'est lui seul qui peut le savoir. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a créé tout ce monde. C'est lui qui a fait tout cet univers. Donc c'est lui qui peut te dire et t'aiguiller sur ce qui est bien et ce qui est mal aujourd'hui. Alors, si je veux vraiment bien répondre à cette question et avoir une idée claire dans tout ce débat, touche pas mon ADN, ou touche pas à ton ADN, ou attention à la vie d'autrui, je dois commencer par être transformé par Dieu. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, d'aborder toute cette thématique en commençant
à être un homme et une femme, un jeune nouveau avec Jésus-Christ. C'est lui qui peut vous aider à discerner ce qui est bien. C'est lui qui peut nous aider. Et donc, c'est aussi le message qu'on peut faire passer autour de nous. C'est que si l'homme aujourd'hui veut utiliser à bon escient le génie génétique, veut utiliser à bon escient ces nouvelles technologies, eh bien, il doit être transformé. Sinon, forcément, il y en aura un qui l'utilisera de travers et qui l'utilisera pour taper sur la tête de son voisin. Voilà où se situe finalement le cœur du débat. C'est l'homme. Le cœur humain qui finalement a besoin d'être transformé.